Le général Eisenhower, dès la fin de la guerre, considérait déjà le Moyen-Orient comme, je le cite, le lieu stratégique le plus important du monde. We Americans know, although others appear to forget, the risk of spreading conflict. We still seek no wider war. En effet, Israël a l'avantage de trois privilèges majeurs. Premièrement, sa position stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Deuxièmement, sa position économique au cœur de cette partie du monde qui contient la moitié du pétrole du monde, et le pétrole est le nerf de la croissance au sens occidental du mot. Et troisièmement, sa légende théologique de peuple élu de Dieu, avec sa terre promise, servant de couverture aux convoitises occidentales, en plaçant ses exactions, quelles qu'elles soient, au-dessus de toute loi humaine et de toute sanction. Par exemple, sur les 192 condamnations des Nations Unies prononcées contre Israël, et dont le veto des États-Unis les a protégés en dernière instance, toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. Nous essayons toujours de comprendre le problème palestinien avec des yeux d'Européens. C'est une autre culture, c'est une autre échelle des valeurs. L'arabe, c'est-à-dire l'oriental, pas l'arabe, pour pas donner une connotation raciste. L'oriental, il va où est son intérêt immédiat. Il va rester pendant 200 ans l'allié de son copain. Mais après 200 ans, il lui dira, tu te souviens que tu as tué mon arrière-grand-père, et maintenant il faut régler les comptes. Et puis, il faut écouter ce qu'il dit. Quand Yasser Arafat il dit, moi je veux la Palestine avec comme capitale Jérusalem entière, c'est ça qu'il veut. Faut pas écouter un autre son de cloche, hein, que peut-être on peut arriver à des négociations, etc., etc. Faut pas écouter un autre son de cloche, hein, que peut-être on peut arriver à des négociations, etc., etc. Brian? Yeah? En effet, Israël a l'avantage de trois privilèges majeurs. Premièrement, la position stratégique. La Palestine, qu'Israël veut annexer tout entière, M. Netanyahou le dit maintenant clairement, comme première étape de la conquête de ce qu'Hitler appelait déjà son espace vital, Lebensraum, c'est-à-dire tout le Proche et le Moyen-Orient, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, par la désintégration de tous les États voisins, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte. Elle est située au carrefour géographique et stratégique de trois continents. L'Europe, dont il se considère comme le front avancé, l'Asie et l'Afrique. Israël est d'abord le passage obligé vers l'océan Indien et l'Asie du Sud-Ouest. De là sa première ambition, malheureusement déjà réalisée, de s'installer dans le golfe d'Aqaba, qui s'ouvre sur la mer Rouge, à condition que le détroit de Tiran soit en de bonnes mains. Et de ce point de vue, la domestication de l'Arabie Saoudite pour sa rive nord et de l'Égypte pour sa rive sud par les États-Unis et par Israël a permis d'obtenir en deux temps cette garantie. D'abord par les accords de Camp David signés aux États-Unis et sous leur pression en 1977, par lequel était brisé un front possible uni des pays voisins d'Israël et menacé par son expansionnisme. En outre, c'était donner les mains libres à Israël contre tous ses autres voisins. En vertu du quatrième point du programme d'aide des États-Unis, Israël a reçu de 1948 à 1952 autant à lui seul que 5 pays du Mashrek, Égypte, Liban, Jordanie, Syrie et Irak, qui comptaient une population 20 fois supérieure.
Ainsi commençait à se réaliser le projet du Grand Israël et d'un véritable empire du Moyen-Orient qu'Ariel Sharon définissait déjà en 1981. Je cite Ariel Sharon: « Dans les années qui viennent, disait-il, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étend pas seulement aux pays arabes de la Méditerranée, mais à tout le Proche-Orient. Elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, à l'Afrique et à la Turquie. » Et à l'exemple des États-Unis qui chassaient les Indiens sans fixer les limites à leur propre expansion, c'est le général Moshe Dayan qui disait en 1982, je cite, « Prenez la déclaration américaine de l'indépendance. Elle ne contient aucune mention de limites territoriales. Nous ne sommes pas obligés de fixer les limites de l'État d'Israël. » Tout ceci sous la protection inconditionnelle des États-Unis, non seulement parce que du point de vue diplomatique, ils opposaient leur veto à toute sanction, mais parce qu'ils fournissaient les armes du crime. Par exemple, sur les 567 avions dont disposait Israël à la veille de l'invasion du Liban, 457 provenaient des États-Unis, subventionnés par les dons et par les prêts de Washington. Cette politique de surarmement est couronnée par un équipement nucléaire sur lequel Israël, se plaçant ceci comme en tout au-dessus de toute légalité internationale, il refuse tout contrôle de sa politique nucléaire. Technically and intellectually, we are living in an atomic age. Emotionally, we are still living in the Stone Age. The Aztecs on their feast days would sacrifice 20,000 men to their gods in the belief that this would keep the universe on its proper course. We feel superior to them. This is a tactical nuclear missile. It has a warhead equivalent to one Hiroshima bomb. It is called an honest John. Lors d'une récente réunion du Conseil œcuménique au Vatican, un évêque a déclaré à la presse qu'il était convaincu que nos armes nucléaires seraient utilisées avec sagesse. I believe that we live in a system of necessary law and order. And I still believe in the war of the just. It is now planned to increase NATO reliability on nuclear missiles, even should the Russians attack using ordinary weapons. Thus, it is possible for the Allies to be the first to press the button in a nuclear war. Le 29 juin 1975, le journal israélien Haaretz écrivait, sous la plume de Shlomo Aharonson, je cite, « L'arme nucléaire est l'un des moyens qui peuvent renverser l'espérance des Arabes d'une victoire finale sur Israël. Un nombre suffisant de bombes atomiques pourrait causer des dommages énormes dans toutes les capitales arabes et provoquer l'effondrement du barrage d'Assoua. Avec une quantité supplémentaire, nous pourrons toucher les villes moyennes et les installations pétrolières. Il y a dans le monde arabe, c'est toujours le même article, il y a dans le monde arabe une centaine de cibles dont la destruction enlèverait aux Arabes tous les avantages qu'ils ont retirés de la guerre du